Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien en ce début de semaine, que vous avez passé un bon week-end. Je m'appelle Michèle Pech et je suis la directrice éducation de Bibliothèques sans frontières et nous vous accueillons aujourd'hui sur ce live 10 sur 10 pour vous proposer quelques conseils méthodologiques pour continuer à apprendre, continuer à réviser en cette période de confinement et après les annonces du ministère de l'Éducation nationale sur les examens nationaux. Nous avons la chance de recevoir Christine Lanzapierre, qui est professeure agrégée de SVT. Bonjour Christine. Bonjour. Donc ce live 10 sur 10, c'est un rendez-vous quotidien. Vous nous retrouverez tous les jours cette semaine à 10h10 pour vous proposer des conseils méthodologiques de la part de professionnels, mais aussi des idées d'activités culturelles, ludiques, récréatives à faire avec vos enfants en famille. Vous retrouverez toutes les vidéos de ces lives sur notre page Facebook ainsi que sur notre site internet et sur la page #Ensemble à la maison de Facebook. Donc n'hésitez surtout pas à partager ces vidéos avec vos proches. Et sans plus tarder, je vous propose que nous commencions à discuter avec Christine. Merci beaucoup Christine d'être avec nous aujourd'hui. C'est avec plaisir. Christine est donc professeure agrégée de SVT au lycée et elle a accepté de répondre aujourd'hui à quelques questions que vous, parents, mais vous aussi, lycéens, pouvez vous poser après les annonces du ministre de l'Éducation nationale en fin de semaine dernière. En effet, le ministre de l'Éducation nationale a annoncé que les épreuves du brevet et du bac seraient remplacées par un contrôle continu sur l'année scolaire qui vient de s'écouler, hors période de confinement. Christine, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que cela veut dire en pratique? Alors en pratique, ça signifie qu'il n'y aura pas d'épreuves de fin d'année, les épreuves terminales, et D'accord. que l'ensemble des épreuves en fait du baccalauréat sera validé à partir des notes qui seront portées sur le livret scolaire et qui comporteront donc les notes du premier, du deuxième et du troisième trimestre. Donc à l'exception pour l'instant, de l'épreuve orale du baccalauréat de français. Mhm. Donc, suite à cette moyenne, sans compter bien évidemment les notes obtenues pendant le confinement. Et ensuite, une fois que les notes auront été éditées dans le livret scolaire, eh bien, un Ouais. jury d'examen, comme toutes les années, va se tenir pour délibérer. Et donc, pour valider à la fois les notes, pour tenir compte, cela a été précisé vendredi, de tenir compte de l'assiduité, D'accord. notamment au retour du confinement, puisque la fin des cours aura lieu le 4 juillet. Voilà. Et puis ensuite, les élèves qui auront entre 8 et 10 pourront passer un oral de rattrapage dans les mêmes conditions qu'habituellement. Et voilà. Donc c'est vrai que les incertitudes, elles demeurent sur la date de Mhm. sortie du confinement, la reprise des Bien cours, et sûr. donc ce que va être le troisième trimestre. Absolument, absolument. Merci beaucoup Christine pour ces précisions. Et effectivement, malgré tout, il est important de continuer à rester engagé pour non seulement réussir son année, mais aussi pour préparer son passage dans la classe supérieure. Quel conseil, vous qui êtes enseignante, est-ce que vous pourriez donner aux élèves en cette période de confinement pour continuer à rester engagés dans leurs cours? Moi, je leur conseillerais d'éviter de se disperser et de faire confiance aux enseignants et notamment à leurs Mhm. enseignants. Je crois que les professeurs savent ce qu'ils font, ils se sont adaptés. Donc la priorité, c'est de suivre le programme de l'enseignant. Il est en contact par mail, il y a différentes modalités pour être en contact. C'est vrai que l'offre est Mhm. actuellement très riche avec les différentes plateformes, mais il y a beaucoup de supports qui sont proposés, qui peuvent être conseillés par les enseignants, mais il me semble, dans les 15 premiers jours, il nous a été indiqué de reprendre, par exemple, Mhm. des notions mal maîtrisées pendant l'année, et puis là, il faudra reprendre les notions qui auront été vues pendant la période de confinement et qui seront nouvelles. Donc, je pense que Ouais, suivre les indications de l'enseignant, c'est quand même extrêmement important. Voilà, ça, absolument. il me semble. De façon Effectivement. générale, hein, pendant la période de confinement. Effectivement. Et vous me disiez aussi que vous disiez souvent à vos élèves, justement, alors là, on rentre pour la zone C en période de vacances scolaires, vous leur dites souvent aussi de profiter de ces vacances pour récupérer en énergie, se reposer et se relancer au mieux. Oui, je pense que pour effectivement cette période de vacances qui commence pour la zone C, il Mm. faut que tous les élèves se reposent.
c'est-à-dire qu'ils ont été soumis à un rythme qui était différent. Euh, Mhm. Ce sont dans la très grande majorité, je crois, très bien adaptés, puisqu'on a même des élèves qui étaient décrocheurs qui sont revenus rejoindre les cours en visioconférence ou qui ont rendu des travaux pardon, qu'ils ne rendaient pas auparavant. Donc je pense que là, un temps de repos va s'imposer pendant une semaine. Après, la deuxième semaine, on verra. Merci beaucoup, Christine. N'hésitez surtout pas pour celles et ceux qui nous rejoignent à nous poser vos questions dans les commentaires du live. Si que vous soyez parents, que vous soyez enseignants, que vous soyez élèves, collégiens, lycéens, n'hésitez pas à poser vos questions à Christine. Nous tâcherons d'y répondre au mieux. Euh, Christine, pour les élèves qui vont entrer dans l'enseignement supérieur, il y a cette procédure d'affectation qui s'appelle Parcoursup. Comment cela va-t-il se passer? Est-ce qu'elle continue, elle poursuit son cours? Est-ce que vous pourriez expliquer aux parents et aux élèves comment cela va se passer? Oui, alors les élèves viennent de terminer la deuxième phase, qui est la phase de confirmation des vœux. Donc, ils ont Mhm. fait déjà un travail énorme en complétant leur projet motivé. Maintenant, ce sont les établissements d'accueil qui vont travailler et en vue de leur proposer donc une admission pour la rentrée 2020. Donc, ce Mhm. qui est important, c'est que le mardi 19 mai, les Ouais. élèves vont consulter et auront des réponses à aux différentes formations pour lesquelles ils ont émis un vœu. Et à chaque proposition reçue, ils vont devoir répondre dans les délais qui sont indiqués. De tradition, enfin moi je parle pour ma part, mais c'est vrai qu'on essaie de découper la préparation de Parcoursup puisque c'est un gros enjeu de l'année de terminale. Mhm. Je me connecte sur la plateforme, je regarde des formations, puis je m'inscris, je fais mon dossier, ensuite je fais mes vœux, puis je complète donc jusqu'au 2 avril. Et cette deuxième phase où probablement ils vont être laissés un petit peu seuls, je pense que le temps des vacances doit leur permettre, et c'est très important, de finalement comprendre quelles seront les différentes propositions. On n'a pas forcément eu le temps d'aborder cette phase-là parce que c'est un processus qui est souvent anxiogène pour les élèves, pour les familles, donc on avance pas à pas. Et cette phase-là est importante puisqu'en fonction, il y aura des réponses qui seront différentes en fonction des filières sélectives et non sélectives. Donc tout ça est expliqué sur la plateforme, il y a les différentes réponses. La transcription de cette phase avec les dates précises de réponse n'est pas encore en place, mais ça va venir, je pense, d'ici le début du mois de mai. Donc effectivement, vous avez raison, c'est un temps là de se poser et de regarder et de lire. C'est pas très long. Et puis de retourner effectivement vers le lycée, vers les Mhm. CPE et puis vers le professeur principal qui est là pour guider et accompagner cette phase-là aussi. Il faut faire attention aussi parce que pour certains concours ou certaines écoles, il y a des oraux qui sont maintenus, qui seront maintenus Mhm. par vidéoconférence. Et donc là aussi, la plateforme va les indiquer. En principe, les élèves euh, sont, sont prévenus par mail, mais c'est vrai que la plateforme donne aussi des indications. Donc il est important, cette deuxième phase est terminée, ils ont validé leurs vœux, mais ce n'est pas fini. Ils prennent un temps de repos, mais je pense que la deuxième semaine des vacances, il sera aussi temps de revenir et d'essayer de comprendre et de poser les questions si effectivement c'est un peu confus. Mhm. Oui, le conseil, c'est de ne pas hésiter Oui, à, oui, à prendre contact avec votre établissement, avec votre enseignant principal, avec votre CPE, oui, si vous avez la oui. moindre question. Et normalement, s'il y a oral, les convocations arrivent par mail et sur la plateforme Parcoursup. Oui, après, si des établissements ne répondent pas pendant la deuxième semaine des vacances, Pas d'inquiétude. il ne faut pas voilà, faut pas s'inquiéter non plus. Mais je crois qu'il faut arriver lors de la reprise à la rentrée des vacances scolaires en ayant des questions à poser Mhm. plutôt qu'en découvrant finalement le 15 mai ce qui va se passer, quelles sont les réponses. Devant la diversité des vœux que les élèves ont mis, c'est important de comprendre quelles sont les propositions qu'on va leur faire. Mhm. Voilà. Et Christine, toujours pour ces lycéens qui vont devenir des étudiants en septembre, vous qui en avez vous-même dans vos classes, quels conseils pourriez-vous leur donner pour se préparer au mieux à cette rentrée, après quelques mois de scolarité pour le moins inhabituels? Alors, la première chose, c'est qu'il faut bien comprendre que malgré les annonces de vendredi à la veille des vacances,
qui étaient importantes parce qu'elles permettent d'apaiser et que maintenant on sait, enfin les élèves savent où ils vont et quel est leur objectif et la façon de travailler. Il est important de comprendre que l'année, elle n'est pas terminée. Et qu'après un temps de repos, c'est-à-dire une semaine de vacances, il faudra se reconnecter et il faudra reprendre et donner un rythme à son travail. Ça signifie essayer de s'organiser pendant cette deuxième semaine en étant régulier et en mettant en place un programme qui permette de réviser toujours pareil. Un petit peu, on va reprendre ce qui était sur une des questions précédentes, mais mettre en place un petit programme de révision à son rythme. Je pense que pendant les vacances, il est important, on n'est pas obligé de se réveiller à 8 heures et de s'astreindre à faire un exercice de mathématiques ou d'histoire géo ou une lecture si son rythme, c'est plutôt de s'y mettre à 10 heures. Mais conserver un rythme, ça signifie aussi ne pas se décaler dans le temps. Donc, je pense que c'est important de reprendre les notions clés, de se mettre peut-être, puisque au retour des vacances, il y aura des évaluations, c'est de se mettre dans de vraies conditions. Les vraies conditions, c'est essayer de ne pas se leurrer, de reprendre des parties et d'essayer, enfin des parties du programme et d'essayer de se confronter à la réalité sans se leurrer en faisant des exercices. Il y a peut-être des exercices qui ont été donnés et qu'on n'a pas eu le temps de faire parce que nous avons peut-être trop chargé pendant cette période de confinement, comme on était à la maison sur les listes de devoirs. Mais c'est aussi se dire, en temps limité, à ce stade de l'année, qu'est-ce que je suis capable de faire tout seul sur un exercice. Alors, il ne s'agit plus de s'entraîner pendant 4 heures tout seul ou 3h30 pour une épreuve, mais de découper les exercices, mais en se mettant dans la réalité. Ça permettra aussi de pointer les notions, les points qui posent problème. Est-ce que ce sont les connaissances? Est-ce que c'est la méthode? Et ça permet de valider. C'est une période, cette période de confinement et ce mois de juin où nous allons retourner dans les établissements va nous demander aux élèves d'être endurants. Et on ne peut pas ne rien faire. Quand on est coureur de marathon, on ne peut pas s'arrêter de s'entraîner. Donc, c'est un petit peu tous les jours. Donc, la période de repos étant passée, ce travail en autonomie, c'est aussi travailler des compétences qui sont différentes. C'est travailler en autonomie, c'est prendre soi-même des initiatives, de se mettre au travail. Et puis, sur proposition du ministre, il y a des établissements qui vont peut-être proposer du tutorat ou de l'accompagnement. Si il y a cette possibilité dans son établissement, pourquoi ne pas demander une aide ou si on sent, ne serait-ce que pour mettre en place un planning ou quand on sent que c'est très difficile. Effectivement, et finalement, tous ces conseils que vous donnez aux élèves, c'est aussi des façons de travailler les compétences dont ils vont avoir besoin dans l'enseignement supérieur. Oui, en général, on nous demande d'être plus autonome, d'avoir davantage de méthodes de travail, etc. Oui, je pense que c'est ça, c'est-à-dire que cette régularité dans le travail, pour les élèves qui vont aller à l'université, je pense que c'est un bon apprentissage parce que là, ils sont vraiment tout seuls et c'est vrai que c'est s'obliger à se lever, mais à trouver un rythme aussi en restant dans un cadre. Il n'est pas question de se décaler complètement. Après, on va quand même reprendre, voilà, la zone C, elle reprend la semaine du 20 avril, donc on ne peut pas se décaler pendant 15 jours. Mais aménager son emploi du temps, prendre l'initiative de se dire, ben voilà, je vais travailler telle partie du programme parce que c'est aussi un choix. Ils ne sont plus dans l'obligation voilà, de réviser leur planning qui a été peut-être en amont. Je dois réviser le français, l'histoire, la philosophie, les biotechnologies, la chimie. Là, ça sera un petit peu, c'est différent. Donc, je pense que effectivement, la prise d'initiative et l'autonomie sont des compétences extrêmement importantes pendant cette période et qui les aidera pour la poursuite d'études. Effectivement. Donc finalement, on peut, c'est aussi une façon de voir les choses pour les prendre de façon positive et se dire que l'absence d'épreuves nationales en présentiel écrites peut peut-être permettre de mieux se préparer pour l'année à venir dans l'enseignement supérieur. Oui, il faut toujours aller chercher le côté positif de ce que l'on a. Voilà. Alors dis-moi Christine,
Dites-moi, nous avons reçu beaucoup de questions de parents qui se demandent comment accompagner leurs enfants pendant cette période de confinement. Si vous le voulez bien, je vais vous en relayer quelques-unes. Alors, il y en avait une effectivement sur le fait de travailler en autonomie et sur la façon de peut-être imaginer un planning de révision ou ce genre de choses-là. Est-ce que vous auriez des conseils pratiques à donner aux élèves et à leurs parents sur la façon d'organiser sa journée? Est-ce qu'il faut Ben, travailler la toute la façon journée? d'organiser. Comment on fait? Oui, ça dépend beaucoup des élèves. Enfin, moi, j'ai eu des élèves pendant la période de confinement où travailler en autonomie tout seul plus de 3 heures ou 3h30, c'était compliqué. Alors que parfois, ils avaient plusieurs heures de visioconférence, même si on a Mm. essayé de découper. Donc, la première chose, c'est essayer de construire leur planning. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'aujourd'hui je peux faire? Donc, je prends les différentes matières en fonction de la filière dans laquelle je suis et qu'est-ce Mhm. que je vais travailler aujourd'hui. Et les accompagner, c'est essayer de vérifier, de voir s'ils ont un rythme. C'est pas, pour moi, l'accompagnement dépasse le planning. C'est-à-dire, c'est vérifier s'ils ont un rythme. Si c'est que 2 heures dans la journée, que ce soit dans un cadre qui soit calme. S'ils ont envie de Mhm. se connecter, qu'ils puissent se connecter. C'est essayer de vérifier que les horaires sont réguliers, que c'est pas trop, parce que on a Mhm. aussi des élèves qui travaillent énormément, hein, qui continuent le rythme de travail qu'ils avaient en restant, en essayant de rendre et d'en faire plus encore, parce qu'on a pu proposer au choix justement différents sujets en essayant d'adapter en fonction de ce qui avait été acquis, en leur disant, voyez, essayez de valider à travers tel ou tel exercice. On a des élèves qui ont compris qu'il fallait rendre tous les travaux, alors qu'on leur demandait de faire un choix. Donc, vérifier, donner un rythme, vérifier qu'il y a un Mhm. travail qui est régulier, conserver le travail, c'est-à-dire à un moment donné, essayer de se dire, je vais faire une petite activité physique, ou je vais prendre un livre, ou je vais faire autre chose. Je crois que Ouais. c'est important. Et puis, c'est les rassurer aussi. Et si la deuxième semaine, il y a un élève qui a déjà des difficultés, parce qu'on a des élèves qui ont des difficultés dans les apprentissages, parce que soit ils travaillent trop lentement, parce que soit c'est rester devant un écran, c'est différent. Je crois qu'il faut aussi les rassurer. Et Mhm. même s'ils n'ont fait un sujet qu'en 1 heure et demie, c'est déjà positif. Je crois qu'il faut positiver ce qu'ils font. Voilà. Et si un jour où rien n'est fait pendant la deuxième semaine, faut essayer de s'y remettre le lendemain. Et je crois que c'est ça. Et c'est à nouveau essayer de valoriser leur autonomie. Mhm. Ouais, c'est une question méthodologique aussi, apprendre à s'organiser, pour les parents d'être Oui, là oui, je crois que pour les c'est soutenir. d'être là Mhm. et de se dire, voilà, je donne un cadre qui est calme. S'il y a besoin à un moment de travailler sur l'ordinateur, eh bien effectivement, parce qu'effectivement, ils ont leurs livres, mais ils ont aussi peut-être besoin d'aller voir des sites, par exemple pour le bac, où il y a des sujets qui sont proposés, de vrais sujets, de vrais exercices. Mhm. Différents de ce que c'est pas, enfin, le mot est peut-être mal choisi, mais des exercices qui préparent aux examens avec vraiment ce qui est attendu et ce qu'on n'a pas toujours dans les manuels. Donc, Mhm. effectivement, ce temps de connexion, peut-être qu'il est important de leur ménager un cadre qui soit calme avec un moment où ils puissent avoir un moment à eux. Super. Pour toutes celles et tous ceux qui nous regardent, n'hésitez surtout pas à poser vos questions dans le live à Christine, qui est professeure agrégée de SVT au lycée et qui tâchera d'y répondre avec brio, j'en suis sûre. Christine, dites-moi, alors vous y répondez déjà en partie, mais notamment pour un parent qui n'a pas forcément la capacité d'accompagner son enfant à faire ses devoirs en tant que tel, parce qu'il n'a pas suivi la même filière, parce que il n'est pas forcément à l'aise en français, par exemple. Comment est-ce qu'il peut tout de même aider son enfant à apprendre? Quel soutien est-ce qu'il peut lui apporter? Vous avez parlé de Moi, je, l'environnement. Est-ce qu'il y a autre ouais. chose? Moi, je pense que ça, c'est très, très important, c'est-à-dire accompagner accompagner son enfant, ce n'est pas faire les devoirs à la place ou Mhm. essayer. Effectivement, il y a toujours cette appréhension de dire, mais je ne peux pas l'aider. Je pense, Mhm. effectivement, moi, je reprendrai exactement les mêmes choses, c'est-à-dire accompagner, c'est déjà essayer de le rassurer Mhm. en disant, si ce point effectivement n'est pas acquis, et c'est si il ne trouve pas de support pour l'aider, je pense que on peut lister les points
qui ont posé problème en disant bah ça faudra que je pose des questions ou que je demande ou que j'ai Mhm. effectivement que j'essaie de trouver une réponse. Mais enfin, je vais me répéter effectivement, mais je pense que donner un rythme avec des horaires réguliers, en ayant à un moment donné, voilà, un environnement qui soit propice, même si on est plusieurs, même si c'est pas facile pour faire ce travail, je pense que ça c'est accompagné. Voilà. Je pense que les parents doivent se rassurer en disant c'est pas parce que je sais pas faire l'exercice de français ou traiter le devoir d'histoire-géographie ou que je l'accompagne pas. Je crois pas. Mhm. Oui, et surtout ce que vous dites, ce que vous soulignez qui est très important, c'est travailler en autonomie. Ça ne veut pas forcément dire travailler de façon isolée. On a quand même un enseignant à qui on peut poser des questions si on n'a pas bien compris. Ça veut dire être Oui, capable de s'organiser pour travailler seul durant sa journée, mais il y a quand même un soutien autour, tout un écosystème qui est là pour répondre aux questions de l'élève. oui, oui. Et c'est surtout là, on essaie de. Alors, effectivement, pendant le confinement, pendant les heures d'enseignement où on reste à la maison, effectivement, l'enseignant, il est là et au moment des Mhm. visioconférences, il y a toujours un moyen que ce soit. Enfin, tous les enseignants ont mis en place. Enfin, ont essayé de mettre en place du mieux qu'ils le pouvaient. Enfin, tous ont trouvé des solutions et communiquent avec leurs élèves par des voies qui sont différentes. Donc je pense que les élèves, effectivement, peuvent poser les questions et c'est un moment qui est important où on peut se poser et identifier précisément ce qui ne va pas, ce qu'on n'est pas arrivé à faire. Mhm. Alors là, on a une question aussi qu'on a reçue d'un enseignant cette fois-ci, Christine, qui nous demande comment est-ce qu'on peut continuer à stimuler et à motiver ses élèves pendant le confinement, d'autant plus que les examens ne pourront pas avoir lieu cette année. Vous qui êtes exactement dans cette situation, qu'est-ce que vous pourriez donner comme idée, comme recommandation? Alors, on peut peut-être essayer de travailler de façon, si on sent qu'il y a une lassitude quand on va reprendre ou que effectivement ils ont du mal à s'y remettre. Je pense que effectivement il n'y a plus d'examen terminal, mais quand on va retourner, il y a le troisième trimestre. Enfin, même si ce n'est qu'un mois, il y aura possibilité de faire des évaluations, une ou deux évaluations. Enfin, je ne sais pas combien, hein, mais en fonction de la date de reprise. Donc, je pense que les élèves euh, ne vont pas baisser les bras parce ils ont envie de valider, ils ont envie de valider leur examen. La deuxième chose, c'est qu'au mois de mai, ils auront eu les propositions. Donc ça va Mhm, aussi ça les motiver en se disant ben voilà j'ai une place où je suis en attente mais je remonte et donc voilà il faut mhm, absolument que j'ai mon bac et puis ben, si tout ça ne fonctionne pas on peut peut-être essayer de proposer un enseignement qui peut être différent, des choses que l'on n'a pas faites pour essayer d'innover un petit peu. Ça peut être un petit morceau de classe inversée en disant mhm, voilà, je vous envoie une partie du cours, je vous mets, vous regardez une vidéo, vous regardez une petite conférence ou voilà, et puis on reprend ou on donne des exercices. Donc ça peut être des stratégies pédagogiques qui sont un peu mhm. différentes de ce qu'on a l'habitude pour essayer de les remotiver. Merci Christine. Et effectivement, je pense qu'on peut tirer notre chapeau aux enseignants qui ont, durant cette période, été très inventifs, très créatifs hein, pour justement créer d'autres façons d'enseigner, d'autres façons d'interagir avec les élèves. Vraiment, la Bibliothèque sans frontières, on est très admiratifs de toutes toutes les idées qui nous arrivent d'enseignants qui ont travaillé avec les moyens du bord, qui ont surmonté les obstacles de terrain de connexion. Etc. Et qui surtout pédagogiquement ont inventé des choses qui permettent de recréer la classe à Oui, distance dans des situations pas faciles du tout. oui, puis parfois les élèves nous ont aidés aussi. On Mhm. a des élèves qui ont pris en main et qui nous ont proposé des plateformes ou des façons de travailler. Ouais. Donc c'est vrai que c'était important aussi, même si ce n'était pas toujours des choses qui étaient recommandées, bah, d'adhérer à leur projet aussi parce que ça leur donnait envie, ça leur donnait Mhm. envie aussi, on faisait cours, mais de dire, bah voilà, ça marche comme ça. Vous avez cette possibilité de faire et c'était un échange qui était aussi positif. Donc je pense qu'il y a eu une véritable interaction lors de la mise en place de ce nouveau mode d'enseignement.
Merci Christine. Pour toutes celles et tous ceux qui nous rejoignent, je vous propose de ne surtout pas hésiter à poser vos questions dans les commentaires du live. Nous les prendrons en direct et je pense que c'est là l'essentiel de cet échange avec Christine, c'est de pouvoir partager des bonnes pratiques entre enseignants, entre parents, entre élèves. Donc n'hésitez surtout pas à commenter et à lui poser vos questions. Nous avons justement une question qui rejoint un petit peu ce que je vous demandais tout à l'heure, Christine. Question de Guylaine qui nous dit: comment motiver un élève de terminale qui pense avoir obtenu son bac grâce au contrôle continu? Quels arguments employer, surtout si le confinement dure? Pas évident. Oui, parce on pense toujours aux élèves qui vont devoir. Je pense que ne pas continuer à travailler, les programmes ne sont pas terminés. Nous n'avons pas terminé nos programmes. Donc, au-delà de l'évaluation et au-delà de la note, il y a aussi, il y a aussi des connaissances à valider. Et donc, que ce soit, c'est une culture générale ou c'est une culture autre, si ce n'est pas un bac général, mais ils ont besoin effectivement de terminer le programme dans les différentes matières. Et donc, il ne faut pas lâcher. Ils peuvent en avoir besoin pour l'année prochaine. C'est une continuité. La terminale, on prépare bien évidemment à l'examen final, mais on prépare une entrée dans le supérieur. Il y a deux objectifs. Donc, les programmes ne sont pas terminés. Le programme de géographie n'était pas terminé. Le programme de philosophie n'était pas terminé. Donc, il faut aussi continuer. Il y a aussi une prise en compte. Ce qui est nouveau, c'est la prise en compte de l'assiduité et de l'investissement aussi. Donc, on en tiendra compte et on peut en tenir compte pour un élève, effectivement, par exemple, sur une mention au bac ou on peut tenir compte, effectivement. Enfin, là, la question, je réponds un peu ce qui me vient en premier, mais effectivement, il y aura des indications dans le livret. On ne peut pas arrêter à ce moment-là, surtout que les bons. Enfin, si on prend les cas d'un très bon élève, ce très bon élève, il n'a pas terminé son programme de mathématiques, son programme de physique-chimie, son programme de philosophie, son programme de sciences économiques et sociales dont il aura besoin l'année prochaine. Donc, je pense qu'il a tout intérêt et ce sera une grande preuve de maturité et d'autonomie, de se dire, bah oui, j'ai peut-être déjà 18 de moyenne, mais je continue parce que j'en ai besoin pour l'année prochaine. Merci beaucoup, Christine. Et justement, en parlant d'entrer dans l'enseignement supérieur, les lycéens se dirigent vers différents types de filières, vers l'université, vers des écoles avec prépa intégrée, vers des classes préparatoires, justement. Quels conseils est-ce que vous pourriez donner à ces lycéens qui vont découvrir un autre univers pour bien se préparer à ces différents types de filières? Vous en avez, ça fait quelques années que vous avez justement des terminales qui se lancent dans l'enseignement supérieur. Quels conseils est-ce que vous leur donnez? Moi, le premier conseil que je leur donne toujours, c'est l'assiduité. C'est-à-dire qu'on demande aux élèves de venir, d'être à l'heure, de faire. Il me semble, la présence, oui, l'assiduité est extrêmement importante. Donc, et que ce soit pour n'importe quelle filière, et notamment à l'université, puisque certains ont tendance à ne pas aller en cours. Donc, ça, c'est la première chose. Et ensuite, c'est une compétence qu'ils travaillent depuis, finalement, on travaille ça depuis le début, c'est essayer d'être autonome dans son travail. Donc tout ce qu'on vient de dire, s'organiser, faire un planning, ne pas se leurrer, être régulier, c'est ce qu'on va retrouver dans l'enseignement supérieur. C'est un continuum. C'est pas une rupture. Il y a effectivement, on quitte le lycée, mais c'est un continuum avant le bac et après le bac et qu'on a travaillé et qui va se poursuivre. Même si on va trouver des matières, par exemple pour le droit, des choses très différentes qu'on aura peut-être très peu trouvées, mais on va retrouver une régularité dans le travail, une très grande autonomie, une capacité à avoir des lectures autres peut-être que celles qui ont été proposées. Donc je pense que tout ce qu'on a dit précédemment est important et les prépare au supérieur. Il faut cette entrée dans le supérieur, elle se prépare en amont, donc dès la seconde. Et donc, c'est être autonome. C'est la gestion de l'autonomie et de la prise d'initiative qui me semble importante, individuelle.
Merci beaucoup, Christine. Et je sais que vous enseignez aussi dans une filière un petit peu particulière de l'enseignement supérieur. Vous avez des étudiants qui préparent des concours. On a aussi reçu des questions d'étudiants, de parents qui se demandent, dans cette période un petit peu incertaine, comment est-ce qu'on s'y prend? Comment est-ce qu'on continue de travailler, même si on n'a pas encore toutes les informations sur la façon dont tout ça va se passer? Je crois que ce qui est clair pour les élèves, c'est que les dates des écrits sont repoussées. Mhm, Enfin, pour ces étudiants, les dates des écrits sont repoussées pour tous les concours. Donc là, ils sont pour certains, donc ce temps de pause en fait et de repos, ils ont déjà mis en place des plannings de révision qui étaient déjà là. mhm, Certains poursuivent le travail, certains nous ont demandé de valider des plannings enfin, ce qui a changé, ce qui a changé, et moi ce que j'ai dit à mes étudiants, c'est qu'il fallait être endurant et que mhm, c'était important de ne pas regarder que la montagne était très haute parce que c'est une montagne de révision. Et que là, les enjeux sont toujours les mêmes, c'est toujours un concours. Par contre, il va falloir tenir dans le temps. Et mhm, tenir dans le temps, c'est plus tenir sur 15 jours, ça peut être tenir sur 10 semaines avant les écrits. Donc il faut revoir son planning et essayer de se réorganiser. Je pense ils sont très organisés, effectivement. Ce qui sera bien, enfin, ce qui sera bien pour eux euh, sera la date, lorsqu'ils auront une date un petit peu plus précise, et puis les modalités des concours précises aussi. mhm. Est-ce qu'il y aura, comment vont se passer les oraux, mais surtout les dates d'écrit pour avoir un peu Ouais. une date butoir d'organisation. Mais là, c'est devenu un travail d'endurance. Donc il faut tenir les semaines à venir et ne pas lâcher. Et parfois, c'est compliqué. C'est parfois compliqué parce qu'on est rentré chez soi et qu'on est isolé. Et donc là, ils ont Mhm. du mal avec ce travail par visioconférence. Donc c'est compliqué, effectivement, pour certains étudiants. Et justement, Christine, à ce sujet, comment est-ce que vous y êtes prise pour continuer à garder une dynamique de classe pendant cette période de confinement avec vos élèves et vos étudiants? Alors, la dynamique de classe, elle s'est construite parce qu'on a travaillé en équipe. Et ça, c'était très important. C'est-à-dire que dans chaque classe, je crois que les enseignants de la classe sont restés en contact. On a parfois utilisé des Mhm, plateformes identiques, donc on a échangé sur nos pratiques au début en disant voilà, en se donnant des conseils pratiques. Et puis mhm, ensuite, je crois que les professeurs principaux ont fait un gros travail d'essayer de conserver le lien aussi, de faire des listes communes d'élèves, que ce soit par mail, que ce soit via WhatsApp, pour essayer de maintenir effectivement le contact. Donc cette dynamique qui n'est pas la dynamique seule de l'enseignant avec ses étudiants ou ses élèves, mais cette dynamique de classe qui est continue mhm. aussi, même pendant cette période de confinement, me semble essentielle pour les étudiants et pour les élèves. Super, merci beaucoup, Christine. Nous avons une question d'une personne qui nous regarde, Laetitia, et qui nous dit: faire un choix dans l'orientation après le bac est loin d'être évident, puisque nous parliez tout à l'heure de la préparation d'entrer dans l'enseignement supérieur dès la seconde. Et elle nous dit: comment est-ce qu'on peut avoir des idées et des témoignages d'anciens étudiants étudiantes ou de nouveaux étudiants étudiantes, sachant que les salons d'information orientation sont supprimés. Les salons du SIEP en Belgique notamment, le salon du SIEP est fermé, même s'il continue d'être actif. Alors, en France, les salons la question, en France, les salons sont terminés. Mhm, Donc, de toute façon, pendant cette période, les élèves, le travail doit se préparer bien en amont, de la même façon que l'apprentissage de l'autonomie, de la prise d'initiative est un travail, est un continuum qui se fait avant et après le baccalauréat. Je pense que pour l'orientation, c'est un petit peu la même chose. Donc maintenant, à cette phase-là,
Ça peut être des témoignages d'étudiants. Alors, on peut peut-être se retourner. Alors, en France, ça va être compliqué, mais peut-être pour des écoles, on peut essayer d'avoir des témoignages d'étudiants, essayer de voir sur les sites des écoles. Parfois, il y a Mhm. essayer de prendre contact avec des alumni ou essayer de voir sur le Mhm. site des écoles, il peut y avoir des informations. Euh, pour le système en France, là, avec Parcoursup, c'est vrai que les élèves sont tout seuls. C'est une réflexion en fonction de la diversité. Soit le choix, il est déjà fait. Par exemple, on a des élèves qui veulent travailler, je ne sais pas, qui veulent être médecins ou qui veulent être soignants, être infirmiers. Donc, dans ce Mhm. cas-là, leur choix est déjà fait en amont. Pour ceux pardon, qui étaient plus indécis, la réflexion en fonction des vœux qu'ils ont faits et notamment s'il y a une diversité des vœux entre des filières sélectives professionnalisantes comme les DUT Mhm. ou les BTS ou bien des classes préparatoires aux grandes écoles ou des écoles post-bac, la question peut se poser en se disant, prendre un temps pour se dire, bon, bah, finalement, est-ce que je préfère avoir un cursus plus court, professionnalisant, mais qui me Mhm. permet de poursuivre ensuite? Est-ce que je préfère aller en classe préparatoire parce que finalement je ne suis pas déterminée, que c'est plutôt généraliste? Ça peut être le questionnement actuel peut être en fonction des vœux que j'ai choisis, sur la durée des études, sur le lieu où j'ai envie d'aller, sur l'encadrement que l'on va me proposer. Et ça, c'est des choses que l'on peut aller voir sur les plateformes des universités, par exemple, ou des différentes écoles. Maintenant, moi, ce que je dis toujours à mes élèves, c'est que à part dans la très grande majorité, personne ne sait le métier qu'il fera plus tard. Donc, il a un domaine, ça peut être le domaine du transport, le domaine des biotechnologies, le domaine de la santé, le domaine du droit. On peut avoir Mhm. une idée, voilà, je serai avocat, mais ça peut changer au cours de son apprentissage à l'université. Donc, je pense que là aussi, il faut ne pas se, ne pas s'angoisser, ne pas paniquer, ne pas se dire bah, qu'est-ce que je fais, je suis tout seul, mais essayer de voir et de se poser des questions qui sont plutôt simples. Et souvent, on voit les élèves au moment des propositions, au moment où ils doivent valider ou refuser une proposition, le choix finit aussi ils finissent par construire et finaliser ce projet. Et Mhm. puis, en dernier recours, je vais dire quelque chose qui ne plaît pas aux parents, peut-être, mais on a le droit de se tromper dans ces études post-bac. Voilà. Et il y a toujours une possibilité. Voilà. Il y a une possibilité de se tromper aussi. Je crois que ça permet aussi de. Mais ils ont le temps là de voir un petit peu sur des choix de filières non sélectives, filières Mhm. sélectives, en fonction de leur expérience là, de ces 2 trimestres et de faire un point aussi puisqu'il n'y a plus cet enjeu du bac, il faut que je fasse un planning, que je travaille 6 heures, 8 heures par jour en faisant des annales. Voilà, le programme de début d'année, il a été acquis, je peux poser des questions sur ce qui n'a pas été validé, mais je ne Mhm. serai plus évaluée dessus. Donc ça me laisse un temps pour réfléchir, pour me poser sur ce qui a été fait pendant le confinement et voir si j'ai compris, mais c'est aussi un temps où je peux me poser sur l'orientation. Et pas seulement si je suis en terminale, je peux aussi, en étant en première, essayer de réfléchir en amont sur ce qui me plairait et prendre ce temps-là pour regarder un petit peu aussi. Voilà, Bien il faut sûr. aussi changer les idées, quand même. Bien sûr. Merci énormément, Christine, pour tous ces conseils. Peut-être une dernière question. Vous nous parliez tout à l'heure pour les élèves qui veulent trouver des exercices qui ressemblent peut-être un petit peu à ceux qui leur permettraient de travailler les épreuves finales. De quelques sites, est-ce que vous en avez quelques-uns à nous donner, quelques-uns que vous conseillez habituellement à vos élèves? Alors, moi, je conseille pour mes élèves, mais alors je suis en filière, enfin, je suis enseignante de SVT, donc moi, je conseille Mhm. toujours le site de l'Académie de Besançon,
qui permet qui met tous les sujets depuis 2013 sont en ligne, et ce qui permet de dissocier les exercices aussi, de se dire je vais travailler sur du Mhm. raisonnement, ou je vais plus travailler sur la maîtrise de mes connaissances et sur les sujets de synthèse. Pour la physique-chimie, ils le savent en principe, ils vont sur Labo Lycée. Je, Mhm. en mathématiques, il y a aussi des sites j'ai pas le nom exact, mais enfin je peux vous le donner après pour mettre sur le site. Donc ils ont effectivement. Puis il y a aussi le livre. Par exemple, dans un livre de mathématiques, alors là, moi, je parle comme parent d'élèves et je ne suis pas Mhm. enseignante de mathématiques, mais effectivement, il y a souvent dans les livres de mathématiques une page avec des savoir-faire. Et je pense que ces savoir-faire sont extrêmement importants. Donc, sur les questions qui pourraient poser problème, retourner sur la page des savoir-faire et essayer de reprendre avec le cours de l'enseignant. Et puis c'est ce que je disais au départ, c'est faire confiance à son enseignant et essayer de lui envoyer un mail en lui disant, voilà, je voudrais m'entraîner, est-ce que vous avez Mhm. des sujets? Il y a souvent des annales aussi. Enfin, les annales, là, le site de Besançon, il y a le site de Besançon, il y a un autre site en SVT, didact.free, qui permet là de Mhm. se corriger, de faire des auto-évaluations aussi avec des quiz, et on est vraiment dans les sujets Mhm. type bac. Donc c'est important puisque ce sont les anciens sujets qui sont tombés. Mhm. Merci beaucoup, Christine, c'est extrêmement précieux. Pour celles et ceux qui cherchent aussi des sites gratuits, on peut retrouver des exercices et des vidéos de cours. Vous savez, à Bibliothèques sans frontières, on a adapté en français Khan Academy, la plateforme d'apprentissage en ligne qui couvre tous les programmes de mathématiques et de sciences, donc de SVT, de physique, de chimie, y compris les premières années de médecine, du début de l'enseignement primaire jusqu'au niveau master. Donc, n'hésitez pas à nous écrire sur notre page Facebook ou sur notre adresse mail info@bibliosansfrontières.org. Si vous avez la moindre question, nous serons ravis d'y répondre. Merci énormément, Christine, de nous d'avoir témoigné aujourd'hui, de nous avoir donné des conseils pour cette fin d'année scolaire un peu particulière. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Simplement, j'aimerais terminer en vous recommandant deux sites en cette période de confinement. Euh, J'aimerais vous parler de ce collectif qui s'appelle Continuité pédagogique, qui est un collectif spontané qui a été formé par des enseignants, justement, des formateurs, des associatifs, des chercheurs, et qui a vocation à accompagner les enseignants qui ne seraient pas forcément à l'aise sur les usages du numérique. C'est un collectif de bénévoles qui répond aux questions que les enseignants peuvent avoir sur la façon de réinventer une école à distance de manière la plus solidaire, la plus efficace possible. Le site internet à l'URL suivante, continuitépédagogique.org. N'hésitez surtout pas à vous inscrire sur ce site qui est extrêmement précieux. Les personnes qui sont derrière sont extrêmement dynamiques et engagées et je sais qu'elles vous répondront avec une grande célérité et une grande précision. Donc n'hésitez surtout pas à les contacter si vous êtes intéressé, soit par des conseils, soit pour proposer vous-même votre aide à d'autres enseignants. Et comme on commence la période des vacances scolaires, notamment sur la zone C, je vous propose aussi une petite idée d'activité culturelle à faire en famille. L'Atelier des Lumières, qui propose des expositions interactives immergentes, ouvre ses portes en ligne et de façon gratuite. Vous retrouverez sur leur site la possibilité d'examiner une œuvre par jour de façon complètement gratuite, avec une résolution absolument magnifique. Donc pour les amateurs d'art et pour les familles qui souhaitent faire découvrir des artistes à leurs enfants, n'hésitez surtout pas à aller sur le site de l'Atelier des Lumières. Et cette semaine, dans les lives, vous nous retrouverez tous les matins à 10h10 pour de nouveaux conseils autour de la façon de continuer à apprendre, à créer et à explorer durant cette période de confinement. Nous recevrons notamment demain matin Ibtissam, qui est kinésithérapeute et qui viendra nous parler des bonnes postures à adopter quand on télétravaille, qu'on soit enfant, lycéen, étudiant ou adulte, afin de faire de cette période de confinement une période où on prend aussi soin de son corps. Donc rendez-vous demain matin à 10h10 avec Ibtissam Belbanani et à 17h30 avec Quentin Laden qui nous parlera philosophie cette fois-ci.
Merci infiniment, Christine, d'avoir été avec nous. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et je vous souhaite une belle semaine. Oui, Bonne bonne journée à semaine, tous. bonnes Au vacances. revoir.